Bonsoir, nous sommes le jeudi 4 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. Christophe Naudin, le Français impliqué dans l'exfiltration à la fin du mois d'octobre des pilotes de l'affaire Air Cocaïne, a été extradé d'Égypte vers la République dominicaine. Aujourd'hui, son frère est yvelinois. Il réagira dans ce journal. Le maire l'avait annoncé l'année dernière, le marché des Clés-sous-Bois va être reconstruit en début 2017. Un parking et un immeuble seront réalisés à la place du marché actuel, une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès des Clésiens. Et enfin, troisième épisode de notre série consacrée aux Yvelinois présents au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, reportage sur le monument café. Le restaurant à Versailles était en démonstration au Salon Porte de Versailles cette semaine. Et je vous le disais en titre, l'Égypte a extradé aujourd'hui Christophe Naudin vers Saint-Domingue. Le Français était recherché pour son implication dans l'évasion de 2 pilotes français condamnés dans l'affaire Air Cocaïne. Le criminologue et spécialiste de la sûreté aérienne avait été arrêté le 4 février au Caire en raison d'un mandat d'arrêt émis par la République dominicaine qui l'accuse, comme il l'a reconnu lui-même, d'avoir participé à l'évasion des 2 pilotes français Pascal Forêt et Bruno Odo, condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue dans l'affaire Air Cocaïne. Nous sommes ce soir en direct avec son frère Éric Naudin, qui est yvelinois. Bonsoir Éric Naudin. Vous avez appris l'extradition. Bonsoir, vous avez appris l'extradition de votre frère aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez tout d'abord à une telle décision ? On la craignait. Déjà, ce que j'ai entendu là, c'est que vous parlez du fait qu'il était excusez-moi, j'ai un écho. Sous le coup d'un mandat d'arrêt pour l'évasion. Or, le mandat d'arrêt était complètement fallacieux puisqu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la République dominicaine pour trafic d'êtres humains et traite de migrants, qui sont des motifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire, ce qui prouve bien la façon dont il risque d'être jugé par la suite. Vous avez eu des contacts aujourd'hui avec le gouvernement ou l'ambassade française à Saint-Domingue. Est-ce que vous savez comment se trouve votre frère, où il en est, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors actuellement, il est en transit, il est en avion, donc il n'est pas encore arrivé sur le territoire dominicain. Je suis entré en contact avec le député des Français de l'étranger sur la zone Caraïbes, République dominicaine, et nous cherchons actuellement à s'assurer des meilleures conditions de détention pour mon frère et de la meilleure défense possible. Voilà. Et ma belle-sœur, la femme de mon frère, est en relation étroite en ce moment avec le ministère des Affaires étrangères pour essayer aussi de voir ce qu'il est possible de faire. Alors vous deviez venir sur notre plateau ce soir, bien sûr nous comprenons que forcément voilà, vous ayez cette affaire plus importante à gérer. Quelles vont être les démarches que vous allez engager à partir d'aujourd'hui pour essayer d'aider votre frère ? Ça va être des contacts avec le consul, ça va être des contacts avec les différents politiques impliqués, donc sénateurs et députés sur les zones République dominicaine, sur les zones Égypte, parce qu'il y a encore des choses qui sont floues sur ce côté-là, avec les sénateurs et députés de la circonscription où habitait mon frère, des relations avec le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, pour montrer aussi que beaucoup de choses dans cette affaire sont floues, voire fausses, que si jamais il était jugé au regard d'une justice partiale, il serait probablement pas en train de risquer 15 à 20 ans de prison pour ce qu'il a fait. Il a récupéré 2 Français sur les eaux dans les eaux internationales, il les a ramenés en France. C'est compliqué d'estimer l'acte légal là-dedans, même si on comprend le fondement de l'affaire. Vous craignez que votre frère paye pour justement les pilotes qu'il a aidés à sortir ? Oui, complètement. Le Quai d'Orsay, selon vous, a-t-il suffisamment joué son rôle pour protéger, peut-être pour donner l'immunité à votre frère dans cette affaire ? Aujourd'hui, on a réussi à mobiliser l'État français à partir de lundi dernier, suite à l'annonce de l'extradition. Avant, on avait des contacts extrêmement timides. Alors, je sais bien que nos diplomates ne nous disent pas tout, même s'ils étaient dans l'action, ils ne nous le diraient pas, mais en tout cas, le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est que très peu de choses sont faites, pas assez. Et là, maintenant, on est vraiment dans l'angoisse, surtout que mon frère a des problèmes de santé importants, il est suivi, il a été hospitalisé pendant son emprisonnement en Égypte, et on ne sait pas comment se passera la suite de sa détention en République dominicaine. Vous en appelez au président François Hollande aujourd'hui ? On l'a déjà fait. Je ne sais pas si aujourd'hui ça aura du sens. Bien évidemment que si jamais il se mobilise pleinement
Il peut faire beaucoup, mais je suis persuadé que c'est pas dans son désir de se mobiliser. Par contre, certains politiques plus proches de la République dominicaine, avec de meilleures relations, euh, plus sur le terrain, auront sûrement une meilleure écoute. Mais aujourd'hui, j'en mobilise à toutes les volontés, que ce soit François Hollande, Manuel Valls, Monsieur Ayrault, les différents politiques, tous ceux qui sont en capacité de faire quelque chose, et même les particuliers, les entreprises, tous ceux qui auraient des relations qui sont capables de faire entendre raison à la République dominicaine. Voilà, j'en mobilise à toutes les forces possibles. Votre comité de soutien, justement, pour votre frère, va agir. Vous allez faire des événements, organiser des initiatives très prochainement, dans les prochains jours, justement, pour votre frère? Pour l'instant, je ne vais pas répondre à la question pour la simple et bonne raison que on veut agir le plus sereinement, le plus intelligemment possible, et on ne voudrait pas, en menant des actions de force, se mettre à dos les politiques qui pourraient nous aider. Donc je ne pense pas honnêtement que ce soit à l'ordre du jour. Par contre, de continuer à communiquer, on a créé une page Facebook, un compte Twitter, un site internet, donc de communiquer sur sa situation et puis de recueillir les soutiens possibles des gens qui ont des idées parfois, et donc certains nous ont apporté des idées, et ça c'est important. Voilà, qu'on nous apporte des conseils, on nous apporte des choses comme ça c'est important. Mais aujourd'hui, faire des actions de mobilisation, c'est compliqué. On a mis une pétition en ligne, par exemple. Cette pétition commence à recueillir plusieurs centaines de signatures. On pense que ça peut avoir du sens si on amène à nos politiques une pétition qui est très fournie et qui montre quel intérêt les Français ont pour Christophe Naudin, qui est quelqu'un qui était déjà médiatique avant cette histoire et dans la très bonne... avec un très bon fond. Il a fait beaucoup pour la France, il a fait beaucoup pour la sûreté de notre pays. Il a été distingué par le ministère de l'Intérieur et il officie dans les écoles de police et de gendarmerie. On ne parle pas d'un voyou. Voilà. Et ça, je crois que l'État français, aujourd'hui, n'en tient pas compte. Merci beaucoup, Éric Naudin, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de vous être exprimé en duplex. Merci. Au revoir. Merci à vous. Et l'affaire Mediator revient dans l'actualité. Le médicament développé par les laboratoires Servier, commercialisé depuis 1976 et interdit en 2009, a amené les dirigeants du groupe devant les tribunaux pour tromperie aggravée. Le cas d'une victime, une femme de 67 ans, était plaidé pour la seconde fois ce matin à Versailles en cour d'appel. Cette femme qui a consommé du Mediator de 2006 à 2009 demande au tribunal une nouvelle expertise médicale destinée à mieux cerner son préjudice et 50 000 € de provision à Servier. Servier a réitéré sa position jeudi. Selon ses avocats, les connaissances sur le défaut du Mediator étaient très progressives. Le risque n'a été avéré qu'en 2009, selon toujours les avocats. Version contestée évidemment par la défense de la malade. La Cour rendra sa décision le 14 avril. Autre information, les Yvelines en 3e position des 10 départements les plus flashés. En 2015, le département enregistre 387 394 infractions relevées juste derrière le département de l'Essonne et Paris. L'activité des 3 radars les plus actifs dans le département, celui de Bailly sur l'autoroute A12, celui de Versailles sur la D185 et le 3e à Guerville sur la 13 en direction de Paris, enregistre en moyenne 30 000 flashs par an, soit 82 par jour. La préfecture des Yvelines a dévoilé l'activité des 81 radars automatiques du département il y a quelques semaines. Ces radars ont été installés à des endroits précis où des accidents ont été relevés au terme de 5 ans d'observation, selon le service de l'éducation et de la sécurité routière de la préfecture des Yvelines. Et nous allons parler à présent agriculture. Nous continuons notre série sur les Yvelinois du Salon de l'Agriculture avec le 3e épisode consacré cette fois-ci au restaurant Le Monument Café. Ce restaurant versaillais, ouvert depuis 2012, était présent à la manifestation pour faire connaître son concept, mettre en avant le patrimoine culinaire et historique français. Nous sommes allés les suivre lundi dernier au Salon de l'Agriculture lors de leur démonstration. Regardez. Donc ça, c'est la bizarrerie qu'on fait toutes les semaines. Donc cette semaine, c'est des tripes à la mode de Caen. À peine âgé de 24 ans et déjà chef cuisinier à Versailles. Depuis 1 an et demi, Axel s'active à faire découvrir le patrimoine culinaire français au Monument Café en revisitant des plats traditionnels. Cette année, c'est la première fois qu'il propose une démonstration au Salon de l'Agriculture.
On va au Salon de l'Agriculture pour présenter notre cuisine à base de produits d'Île-de-France. Donc on va réaliser des préparations préliminaires et ensuite on sera plus sur du dressage et de la finition sur le lieu du salon. Donc les enjeux pour un restaurateur comme moi d'être au Salon de l'Agriculture, c'est de mettre en avant notre savoir-faire, notre restaurant. Il n'y a pas de stress particulier pour nous, hein, c'est plus du partage donc, et de l'échange avec les visiteurs. Donc c'est vraiment un moment de détente, ça nous sort de notre quotidien au restaurant. Nous retrouvons les deux acolytes Porte de Versailles à Paris. Pour cette démonstration, ils ont élaboré leurs recettes. Au menu, champignons, crème de brie, oignons et même une pointe de citron. On travaille les produits qui sont dans le garde-manger, on les présente aux gens, on fait une petite présentation et puis on va dresser dans des verrines. Un travail sur une bonne partie de ce lundi après-midi. Environ 300 verrines ont été dressées. Les visiteurs font la queue pour y goûter. Tout en puissance avec le brie de melun aux herbes au départ, rehaussé par la chaleur et on va dire adouci par la compotée de champignons et d'oignons. Produits locaux et savoir-faire authentique, deux ingrédients qui ont su séduire la clientèle. Après quelques années d'existence, l'établissement a ouvert 2 autres antennes à Angers et Chambord. Paris réussit. Et 3 représentants yvelinois ont été primés au Salon de l'Agriculture. Alors il y a 3 produits, le Petit Cru, un fromage fabriqué par la ferme de la Tremblay à la Boissière-École, la Vol Céleste ambrée, une bière de la brasserie de la Vallée de Chevreuse à Bonnel et le Chaudron, un pâté de campagne au sel de Guérande, des salaisons des boucles de la Seine à Boissy-sans-Avoir. Ils ont été récompensés au concours général agricole qui s'est déroulé dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Les 3 yvelinois font partie des producteurs d'Île-de-France à avoir été médaillés par un jury composé de professionnels mais aussi d'amateurs. Ce concours, créé en 1870 par le ministère de l'Agriculture, récompense les meilleurs produits du terroir. Alors la bière La Vol Céleste a reçu la médaille d'argent. Cette bière est produite avec de l'orge provenant de la vallée de Chevreuse. Le Petit Cru, vendu sous la marque commerciale de ferme de Jouvence, s'est vu attribuer avec le Chaudron la médaille de bronze. Et partons à présent aux Clés-sous-Bois. Les Clés-sous-Bois, les travaux du nouveau marché devraient démarrer début 2017. Un parking et un immeuble seront réalisés à la place du marché actuel. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès des Clésiens. Détail avec Mélanie Poquet. La mairie la juge très vétuste. La halle couverte du marché des Clés-sous-Bois va être démolie. Avant la destruction, une nouvelle halle sera construite juste en face, sur un terrain précédemment acquis par la commune. Déplacer parce que ça permet au marché existant de continuer à fonctionner pendant les travaux et d'éviter une rupture d'activité qui pénaliserait et les commerçants et même leurs emplois, la mettrait dans une situation précaire, mais qui pénaliserait également les consommateurs qui seraient donc privés de marché pendant un certain temps. Le marché actuel accueille une centaine de commerçants. L'association des commerçants du marché souligne les avantages, mais non sans inquiétude. L'idée de créer un nouveau marché, oui, c'est bien parce que celui-ci, de toute façon, il est vétuste. Ce qui bloque de notre côté, qui nous inquiète surtout, c'est les 2 ans et demi ou 3 ans que vont durer les travaux, parce que le nouveau marché se situe à moins de 10 mètres de l'ancien. Ça va être pendant 3 ans de la poussière, des camions, des problèmes pour stationner. À la place du marché actuel, un immeuble d'habitation collectif et des parkings verront le jour. L'opposition municipale, de son côté, reproche le manque de concertation auprès des Clésiens, des élus d'opposition et des commerçants. La question du stationnement des riverains leur semble aussi problématique. Nous sommes aussi évidemment inquiets sur l'avenir de ce qu'on appelle les ambulants et les volants. Ce qui rend aujourd'hui attractif le marché, c'est évidemment leur présence. Lorsque des déplacements et des réhabilitations ont été faites sur les marchés de Saint-Cyr ou de Plaisir par exemple, on a vu aussi une baisse de fréquentation parce que précisément les ambulants qui rendaient attractif ce marché ont disparu. La mairie a lancé un appel d'offres. Les travaux de la future halle devraient démarrer début 2017 pour une ouverture en 2018. Et chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à voir le jour en France. Les bières artisanales ont aujourd'hui le vent en poupe, une manière de faire découvrir des nouvelles saveurs en proposant un produit fabriqué localement à proximité des consommateurs. À Bois d'Arcy, 3 amis d'enfance qui partagent la même passion pour le houblon ont décidé de créer leur propre marque de bière. C'est William L. qui vous en parle. Ça c'est le début, enfin après le choix des ingrédients, le début du brassage. Donc là, ce qu'on appelle l'empâtage, c'est donc un mélange de notre malt avec de l'eau chaude. Le malt, le voilà.
Plusieurs variétés sont ainsi mélangées dans ces cuves qui fermenteront jusqu'à ébullition pour obtenir du mou. Donc là, c'est un houblon américain qu'on appelle le Millennium, qui est un houblon très amérisant et qui est, qui est assez aromatique aussi. Donc là, on va houblonner notre mou avec ce houblon. Du coup, là, on a un mou, c'est un jus sucré qu'on a obtenu en brassant de la bière. Donc là, on est sur un jus qui est vraiment noir, un mou noir. Parce qu'on est en train de brasser un stout, c'est une bière noire. La Stout, c'est une des nouvelles bières locales de Bois d'Arcy. Depuis 10 ans, ces 3 amis brassent pour le plaisir, mais en décembre dernier, ils ont décidé de créer leur propre marque. Au départ, on est parti sur 3 bières, à savoir donc une American Pale Ale, une India Pale Ale et un Stout. Donc c'est 2 bières blondes, plus ou moins aromatiques, avec des houblons très aromatiques, et un Stout, donc une bière noire type irlandaise. On risque de brasser cette année aux alentours de 400 hectolitres de bière, c'est-à-dire 40 000 litres. Une affaire qui débute plutôt bien. Pour l'instant, ces brasseurs alimentent petits commerces, restaurateurs et cavistes locaux, mais projettent d'augmenter leur production. Pour l'instant, on distribue en Ile-de-France, et puis quand on sera amené à distribuer un petit peu plus loin, on aura juste à racheter des cuves de fermentation pour augmenter notre capacité de production. Nous, on fait des produits atypiques qui ont du goût. Toutes nos bières ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est justement ça le jeu. Dans leur petit local de la zone industrielle de la Croix-Bonnet, Quentin, Kevin et Sébastien sont fiers de produire la première bière locale de Bois d'Arcy, avec une prévision de production d'au moins 90 000 bouteilles pour la première année. L'alcool à consommer à modération, bien sûr, vous le savez. On ouvre à présent une page sport. Notre journaliste sportif Mickaël Elmidero nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane, je suis ravi de vous retrouver. Aimez-vous le billard? Oui, j'adore. J'ai fait des compétitions d'ailleurs dans ma jeunesse. Eh bien, vous allez être ravis. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler billard dans cette chronique. Le tournoi national Black Ball est programmé à partir de ce vendredi jusqu'à ce dimanche au centre sportif Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Pour nous parler de cette compétition, nous recevons Alain Rouffet, président du billard club vicinois, organisateur de l'épreuve. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir décidé d'organiser cette compétition? C'est une bonne question. C'est l'histoire du club de Voisins. On est dans la 23e année de création. On s'est promis tous les 4 ans, 5 ans d'organiser une compétition importante. Ça serait éthique pour valoriser notre ville aussi. Et donc, on renvoie l'ascenseur en quelque sorte à la municipalité, puisqu'elle nous a toujours soutenus. Et donc cette année, on va organiser un tournoi très important, on va dire, en termes qualitatifs. Le plus grand tournoi que vous ayez organisé. Oui, ça sera la première fois qu'on accueille autant de joueurs. Il y aura combien de joueurs justement? Je crois qu'on en est à 380, on avait dit 400, mais voilà, on est dans la fourchette haute, on est donc 400 joueurs à peu près, 380 je crois, aux dernières nouvelles. Donc cette compétition va se dérouler sur 2 jours et demi. Elle va commencer demain soir et samedi toute la journée, tard, et le dimanche, avec remise des prix pour les catégories individuelles le dimanche vers 16h, 16h30. Et ça va se continuer un petit peu avec la fin des tournois par équipe. Et puis après, on déménage tout et on rend à la ville de Voisins le gymnase en parfait état pour le lundi matin pour les écoliers. Et pouvez-vous nous présenter le Black Ball pour les non-initiés? Alors le Black Ball, en fait, c'est plus connu ou c'était connu sous l'appellation de pool. Donc c'est les petits billards à poche avec 6 trous et avec des billes de couleur rouge et jaune. Et donc le jeu consiste, c'est une confrontation entre 2 joueurs. Après ce qu'on appelle la casse, où on va un peu disperser les billes sur le billard. Un joueur, à un moment donné, rentre une couleur donnée et il doit, le premier, vider sa couleur et en terminer par ce qu'on appelle la 8, une bille noire et blanche, donc le 8. Et ça sera le gain d'une manche. Et la victoire est sur le premier qui arrive à un certain nombre de manches gagnantes. Donc vous le disiez, 380 joueurs, est-ce que le niveau sera relevé? Il y aura des très bons joueurs, hein, je suppose. Alors, on aura les meilleurs joueurs français. C'est clair, puisqu'on a tous les masters, on a les 32 meilleurs joueurs français qui seront présents. On ne peut pas faire mieux, puisqu'on va trouver des joueurs de niveau européen, évidemment, puisqu'ils ont fait des championnats de France, ils sont qualifiés pour l'Europe, pour des championnats du monde.
Et on a quelques joueurs qui ont atteint des niveaux très élevés, des ex-champions d'Europe, etc. Donc on a vraiment le top dans les joueurs français à travers ce circuit. Donc il y a des joueurs de Black Ball Masters en compétition mixte, des vétérans de plus de 40 ans, des juniors. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait au final. C'est pour ça qu'il y a autant de joueurs. En fait, on gère plusieurs catégories. C'est une épreuve, en fait, c'est une épreuve qui s'organise sur plusieurs fois en France, donc dans plusieurs villes. Je ne vais pas citer le nom des villes, mais c'est des grandes villes. Il y a eu Calais, Albi, enfin, etc. Donc il va y avoir 8 rencontres au niveau national de ces 400 joueurs à peu près, et qui vont se confronter. Et les meilleurs seront qualifiés pour une grande finale de France, avec beaucoup moins de joueurs, évidemment, puisqu'il y aura une élimination au fur et à mesure des tournois. Mais c'est comment on appelle ça, un circuit. C'est un circuit organisé par la Fédération française de billard. Et tout est prévu en début d'année, structuré. Les billards arrivent par un smirmorque, etc. On doit installer, mettre tout ça en œuvre. Et puis faire jouer toutes ces catégories. Et donc, il y aura 6 catégories de joueurs, féminines, juniors, etc. Master, National 1. Donc, les Masters, c'est les 32 meilleurs joueurs de France. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. Je suppose que voilà, il va falloir encore beaucoup de travail pour jusqu'à demain soir. Oui. Merci. Merci à vous. Merci. Et après cette page de billard, nous allons parler à présent handball. Les féminines de Montigny-le Bretonneux joueront ce week-end, Mickaël. Un match sous haute pression. Montigny, qui pointe actuellement à l'avant-dernière place du classement de National 1, reçoit Octeville-sur-Mer 6e ce samedi à 20h30 au complexe sportif Pierre de Coubertin. La rencontre est déterminante dans la lutte pour le maintien. Une victoire pourrait permettre aux Igny-Montaines de sortir de la zone rouge. En cas de défaite, Montigny pourrait commencer à préparer la saison prochaine. Je vous rappelle, Florane, que l'ASMB a changé d'entraîneur il y a 3 semaines. Bruno Philippe a remplacé Philippe Létrange. Depuis ce changement, Montigny est invaincu. Espérons qu'elle le reste jusqu'à la fin de la saison. On termine cette chronique en roue libre avec une course mythique. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice, organisée du 6 au 13 mars, se lancera depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition, avec au programme 6 km avec le fameux Sentier des Laveuses, une côte de 200 mètres. Une deuxième ville yvelinoise sera également à l'honneur sur ce Paris-Nice 2016. Condé-sur-Vègre, 1159 habitants, a été sélectionné pour accueillir le départ de la première étape de la compétition. Une première pour ce village situé près de Rambouillet. Une centaine de coureurs est attendue sur Paris-Nice. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera les stars françaises Romain Bardet et Tony Galopin, l'Italien Fabio Aru et l'Espagnol Alberto Contador, vainqueur du Tour de France et vainqueur de l'épreuve en 2007 et 2010. Florane. Donc de stars, un beau plateau une nouvelle fois pour ce Paris-Nice. Mickaël, on vous retrouve dans quelques instants, il me semble, pour votre talk show Si on parlait sport. Quel sera le programme? Dites-moi-en un peu plus. Alors oui, Florane, avec nos chroniqueurs, nous parlerons des championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se dérouleront au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, mais également de basket avec la série d'invincibilité du Chénet Versailles 78 dans le championnat de National 3 féminin. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Mickaël. Nous allons parler maintenant théâtre. Et si votre enfant était le futur Leonardo DiCaprio, l'atelier du Prisme à Elancourt lui permettra peut-être de révéler son talent et pourquoi pas d'avoir un Oscar, peut-être un peu plus rapidement. Les petits Elancourtois ont été mis à l'honneur cette semaine pendant les vacances lors d'un stage. Un atelier au Prisme leur a été dédié. Il s'inscrit dans le cadre des vacances créatives proposées pour la première fois par l'établissement. Un reportage signé Mickaël Elmidero et Camille Lambert. Bonjour, on marche et quand on se croise, on se salue. Se saluer tout en équilibrant l'espace scénique, l'un des premiers enseignements qu'on en apprend au théâtre. Depuis lundi 29 février, ils sont 8 à bénéficier des conseils d'une professionnelle, une première pour le Prisme d'Elancourt. Ce stage s'inscrit dans le cadre de notre programmation Vacances créatives qui viennent de se mettre en place cette saison. L'idée, c'était de pouvoir proposer à des enfants de passer leurs vacances dans un théâtre avec une activité artistique. Travail sur le corps, relation à l'autre, articulation, autant d'exercices abordés toute la journée sous la direction d'Evelyne Bagé, comédienne depuis 40 ans. Le plus important pour elle, c'est de donner la parole à ses jeunes élèves. On apprend des choses, on s'amuse, le professeur est super sympa. On fait plein de trucs que moi j'avais pas fait de stage avant et pas du tout de théâtre et du coup j'ai appris plein de choses. On travaille sur des exercices de mise en scène et aussi sur notre voix, nos mouvements. Plein d'exercices qui font référence un peu au théâtre, des émotions, travailler
la colère, le dégoût, la tristesse. Avec l'aide de leurs professeurs, ils ont créé plusieurs scénettes en laissant libre cours à leur imagination. Les petits comédiens ont encore jusqu'à vendredi pour parfaire leurs prestations avant de se représenter sur scène devant leurs parents. Le Prisme prévoit déjà une deuxième édition de ses vacances créatives pour le mois d'avril. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez votre talk show Si on parlait sport avec Mickaël Elmidoro. Demain, vous avez rendez-vous avec le Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actu. Il recevra Benoît Hamon. Notre invité reviendra sur sa proposition de loi pour reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle ainsi que sur son opposition au projet de loi sur le travail de Myriam El Khomri. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une belle soirée et un excellent week-end.